pouvoir y aller. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire. Déjà, on tenait avec Louise à vous remercier pour le nombre d'inscriptions. Voilà, vous avez été nombreux à répondre à cette invitation. Donc, il y avait plus de 120 inscrits, donc on était très, très contents. C'est la première fois qu'on organise un webinaire sur les actualités sociales. On avait pour habitude d'en organiser sur des thèmes précis. Donc, vu le nombre d'inscriptions, on se dit que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, voilà, si ça vous plaît, si le format vous convient, eh ben, on réitérera tout ça. Donc, comme je vous le disais, on va aborder aujourd'hui les actualités sociales du début de cette année qui sont assez riches et assez variées. Vous allez le voir. Donc, le but, c'est vraiment de vous dresser un panorama assez général de tout ça. Et voilà, qu'ensuite, s'il y a des sujets qui vous intéressent, qui concernent votre entreprise et sur lesquels vous voulez plus d'informations ou aller plus en profondeur, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur habituel. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour structurer cette présentation, c'est de la diviser en 3 parties. Donc, on a regroupé les actualités qui concernent plus le droit social, ensuite les actualités qui concernent la paye, et enfin, on vous fera une ouverture sur tous les chantiers de l'année 2024 qui sont assez nombreux. Vous allez le voir. Je ne vous fais pas trop de teasing, mais voilà, on va aborder tout ça. Donc, comme on est assez nombreux à cette présentation, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Ce qu'on fera, c'est qu'on les regardera à la fin de chacune de ces parties et on verra en fonction du volume si on en traite quelques-unes ou si on peut toutes les traiter, tout en sachant que nous, après, voilà, on aura la trace de toutes vos questions. Donc, si on n'a pas eu le temps d'y répondre, on reviendra vers vous ensuite. Voilà, on a un temps imparti d'1 heure, donc le but, c'est qu'on respecte bien le timing, mais en tout cas, on reviendra vers vous après si on n'a pas eu le temps de répondre à vos interrogations. Donc, on va commencer par les nouveautés en matière de droit social, donc le cœur de notre matière à nous. Et on va commencer tout de suite avec un petit point sur les aides à l'embauche qui sont en vigueur en 2024. Voilà, c'est un sujet sur lequel vous nous questionnez souvent. On va ici voir les aides les plus générales et pas les plus spécifiques, parce que souvent en matière d'aide à l'embauche, on va avoir des spécificités qui tiennent à la taille de l'entreprise, à la situation du salarié qui sera recruté. Il y a aussi des aides régionales, départementales. Donc là, on vous présente vraiment les 2 aides 2024 qui sont le plus appliqué et le plus général. Donc, commençons par l'aide à l'embauche des alternants, qui est bien entrée dans la tête de tout le monde et qui fait maintenant partie du paysage juridique parce qu'elle s'applique depuis quelques années. Donc, ces aides, elles sont toujours applicables pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus au cours de l'année 2024. Elles concernent les apprentis qui préparent un diplôme qui va jusqu'au niveau d'un bac plus 5 au plus. C'est une aide d'un montant de 6 000 € qui est versée uniquement la première année d'exécution du contrat. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a des conditions supplémentaires à remplir. Par contre, pour les autres, les conditions sont toutes ici. Et une fois qu'on a demandé cette aide, l'employeur a un versement chaque mois au moment du versement de la rémunération. Ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de démarche spécifique à réaliser pour obtenir cette aide, c'est-à-dire qu'on n'a pas de formulaire de demande ou de dossier à constituer pour en bénéficier. Il suffit simplement de remplir les formalités du dépôt du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
dans les délais prévus auprès de votre OPCO, donc l'opérateur de compétences. Et ensuite, tout se fait par transmission via la DSN. Ensuite, pour les emplois francs, c'est une aide aussi qui est prorogée depuis plusieurs années et qui l'est à nouveau pour l'année 2024. Elle concerne les demandeurs d'emploi ou les salariés qui seraient sous contrat de sécurisation professionnelle après un licenciement économique, qui résident dans ce qu'on appelle un quartier prioritaire de la politique de la ville. Donc, il y a certaines zones qui sont ciblées dans les villes et si votre candidat habite dans l'une de ces zones, vous serez éligible à l'aide emploi franc. Donc, en fait, il y a un simulateur sur Internet, sur le site Sigville, qui permet de déterminer si le salarié se trouve dans cette zone ou non. Nous, quand on rédige nos contrats pour vous, on fait la vérification systématique. Donc, si vous rédigez vous-même vos contrats, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à aller sur ce simulateur et avoir le réflexe de le faire parce que je pense qu'on peut passer à côté si on n'est pas au fait du dispositif. Il faut savoir que cette aide concerne seulement les CDI et les CDD de plus de 6 mois. Et pour un CDI, on sera sur une aide d'un montant de 5 000 € par an pendant au maximum 3 ans, donc ça fait quand même 15 000 € au total. Et pour un CDD, on sera sur 2 500 € par an pour 2 années. Donc là, contrairement aux aides à l'embauche d'apprentis ou de contrats de professionnalisation, on doit effectuer justement un dossier, une demande à France Travail dans le délai d'1 mois à compter de la conclusion du contrat. Donc voilà, il faut bien être réactif. C'est un dossier à constituer, des pièces à fournir. C'est pas très dense, mais voilà, il faut le faire. Et donc cette aide est versée semestriellement. Donc là, nous, on peut vous accompagner pour réaliser la demande d'aide ou même simplement si vous avez besoin de plus d'informations. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Et pour en finir avec le sujet des aides à l'embauche, tout récemment, donc France Travail, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, France Travail, c'est le nouveau nom qui est donné à Pôle emploi. Donc maintenant, on parle de France Travail. Normalement, on n'entendra plus parler de Pôle emploi, sauf sur des documents qui restent encore inchangés. Mais voilà, il faut le savoir. Donc France Travail a créé un simulateur pour que l'employeur puisse vérifier s'il est éligible à des aides. Donc c'est vrai qu'on ne s'y retrouve pas forcément dans les aides, il en existe beaucoup. Surtout que notre éligibilité aux aides, elle va varier en fonction de la taille de l'entreprise, de la localisation de l'entreprise, du secteur d'activité. Donc, on n'est pas forcément au fait de tout ce qui peut exister, alors qu'il existe des aides pour le recrutement, des aides en matière de formation, en matière de développement de l'emploi. Donc, ce que France Travail a fait, c'est qu'il a mis en place un simulateur. Il y a environ 30 aides qui sont concernées par ce simulateur. Donc, c'est les aides de France Travail. Attention, voilà, ça ne va pas vous dire que vous êtes éligible exclusivement à ces aides, puisqu'il existe aussi, comme je le disais tout à l'heure, des aides au niveau régional, territorial. Et là, France Travail ne pourra pas vérifier votre éligibilité, donc il faudra creuser plus. Mais c'est une bonne base, en fait, pour les aides Pôle emploi. Donc, c'est un simulateur qui va vous demander de rentrer plein d'informations. Et voilà, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez, la promesse qu'ils font, c'est que vous rentrez vos informations en moins de 2 minutes et vous avez le panorama des aides qui peuvent vous être allouées. Donc, n'hésitez pas à tester ce simulateur, à nous faire des retours là-dessus. Et je pense que ça va aider à faciliter la vie des entreprises qui ont parfois du mal à s'y retrouver en matière d'aide de Pôle emploi, de France Travail, pardon. C'est vrai que France Travail, maintenant, essaie vraiment d'être en lien avec les employeurs pour leur faciliter les démarches en cas d'embauche d'un salarié, parce qu'on sait tous que c'est un peu difficile et pas toujours simple à effectuer. C'est ça, le passage de Pôle emploi à France Travail, c'est pas juste un changement de nom. Ils indiquaient notamment que les ambitions, c'était que des personnes de France Travail puissent se déplacer dans les entreprises plus qu'elles ne le faisaient jusqu'à maintenant pour vraiment accompagner plus les employeurs. C'est la promesse qui est faite en tout cas, on verra après à l'usage.
Donc, un petit point rapide, parce que ça n'a pas concerné tout le monde, mais il y a eu une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Donc, ça a été un gros chantier pour les entreprises adhérentes à cette convention, enfin, dont la convention est applicable. C'est en fait une fusion, comme la plupart des petites conventions, il y a eu une fusion de plusieurs conventions, notamment donc, des accords nationaux, des conventions collectives territoriales, des conventions des ingénieurs et cadres et de la convention sidérurgie pour plus de lisibilité et une meilleure adaptation au métier d'aujourd'hui, parce qu'on sait que ça évolue rapidement. Et depuis le 1er janvier 2024, une convention collective unique avec en thème principal donc une nouvelle classification des emplois, un nouveau mode de calcul de prime d'ancienneté, un nouveau barème des salaires et des nouvelles règles d'indemnisation de la maladie. Donc, si vous faites partie de cette convention collective, il est impératif de bien mettre en place des fiches de poste afin que vous soyez en règle avec la convention collective et éviter tout litige ou redressement URSSAF vis-à-vis du coup de celle-ci. Un autre sujet qui rencontre un gros succès depuis plusieurs années maintenant, c'est la prime de partage de la valeur, qui avant était la prime Macron, la prime de pouvoir d'achat. Maintenant, on l'appelle la prime de partage de la valeur et c'est un dispositif pérenne, c'est-à-dire que vous pouvez la verser chaque année. On a eu des petites adaptations du dispositif. À partir du 1er décembre 2023. Oui. Ah, pardon. Ok. Oui, excusez-moi. Ok. Oui, ok. Petits ajustements du direct. Donc, pour en revenir au sujet, on a eu des adaptations du dispositif applicable depuis le 1er décembre 2023. Vous avez maintenant la possibilité d'en verser 2 par année civile. C'est quelque chose qui était très demandé par les employeurs qui en versaient par exemple une en été et qui revenaient vers nous en décembre en disant on a fait une bonne année, j'aimerais bien en verser une deuxième, et c'était pas possible. On pouvait prévoir une prime en plusieurs versements, mais c'était une seule et même prime dans la même décision unilatérale. Maintenant, vous avez la possibilité d'en verser 2 avec des critères différents. Par contre, on garde la même limite d'exonération. Le montant d'exonération par année et par salarié est de 3 000 € ou 6 000 € si l'entreprise a un accord d'intéressement en cours. Ce n'est pas parce qu'on verse 2 primes par an qu'on aura le plafond doublé. Donc, si on verse 2 PPV, il faudra une décision unilatérale par prime de partage de la valeur. Donc là, c'est pareil, nous on les rédige et surtout, on vérifie le respect des critères par rapport à la réglementation. On ne peut pas verser le montant qu'on veut à chaque salarié. Donc nous, si vous nous sollicitez, le but, c'est de vraiment sécuriser le versement de cette prime pour éviter tout redressement en cas de contrôle URSSAF. Les exonérations de cotisations sociales, d'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2026 pour les entreprises de moins de 50, pour les salariés qui perçoivent moins de 3 SMIC annuels. Donc, c'est-à-dire, on est toujours sur ce même régime super intéressant, c'est-à-dire vous versez 100 à votre salarié, ça vous coûte 100 et il perçoit 100. Donc voilà, toujours ça jusqu'au 31 décembre 2026. Et dans les entreprises de plus de 50, par contre, là, les primes de partage de la valeur bénéficient seulement des exonérations de cotisations sociales, salariales et patronales. Donc pour vous, employeurs, c'est la même chose. Par contre, c'est pour le salarié que ça change. Il devra payer de la CSG-CRDS dessus et de l'impôt sur le revenu. Donc là, on vous a fait un petit schéma pour vous rappeler ce régime social. C'est pas évident d'y retrouver parce que ça change régulièrement. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les moins de 50, pour les salariés qui ont moins de 3 SMIC, on est sur une exonération de tout, une exonération totale. Par contre, pour les entreprises de moins de 50
qui ont des salariés dont la rémunération dépasse 3 SMIC annuels, et pour tous les salariés dans les entreprises de plus de 50, là, on a juste une exonération de cotisation sociale. Et à compter du 1er janvier 2027, il n'y a pas de nouvelle prorogation. On aura le même régime pour tout le monde, donc seulement l'exonération de cotisation sociale. Finalement, on va se retrouver sur le même régime social que l'intéressement. Donc, ça va être un dispositif d'épargne salariale dans les mêmes conditions. Comme je vous l'ai dit, on a eu des nouveautés à compter du 1er décembre 2023. Et ils nous ont parlé dans cette loi d'autres mesures qui vont entrer en vigueur prochainement, mais pour lesquelles on attend un décret. Ce qu'on vient de nous dire, c'est que la PPV, elle pourra être affectée à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite, comme l'intéressement. On nous dit également que les sommes qui seront affectées à ce plan, si l'entreprise en met un en place, elles permettront l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € le cas échéant. Ça pourrait être intéressant pour les entreprises de plus de 50 pour lesquelles les salariés ne bénéficient plus de l'exonération d'impôt sur le revenu. Si les blocs sur le plan, ils en bénéficieront là encore au même titre que l'intéressement. Et la prime de partage de la valeur pourra être affectée, pourra faire l'objet d'un abondement de l'employeur après avoir été affectée par le salarié sur le plan. Donc là encore, ça nous montre que le législateur a la volonté que la PPV devienne un régime, un nouveau dispositif qui constitue l'épargne salariale. Donc, suite à l'entrée en vigueur de cette loi sur le partage de la valeur, il y a des mesures obligatoires qui vont être mises en œuvre par les entreprises, donc notamment pour les entreprises de 50 salariés et plus dotées d'un délégué syndical et pour les entreprises de 11 à 50 salariés. Donc, concernant les entreprises de 50 et plus, il va être obligatoire d'intégrer aux négociations sur l'intéressement et la participation l'insertion d'une clause spécifique dont l'objet est de définir ce qui doit être entendu par augmentation exceptionnelle du bénéfice de l'entreprise. Et donc une obligation de prendre des engagements en termes de partage de la valeur. C'est-à-dire que si l'entreprise a des bénéfices importants, il faudra du coup le partager avec les salariés de la réussite de l'entreprise. Donc, comme exemple, il va y avoir l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet la mise en place d'un accord d'intéressement, un versement direct d'un supplément de participation ou encore l'ouverture d'une nouvelle négociation sur la distribution d'une PPV. Donc, à quelle date il faudra ouvrir donc les négociations? Donc là, il y aura deux situations. Si l'entreprise dispose ou non d'un accord d'intéressement ou de participation. Donc, si elle ne dispose pas d'accord d'intéressement ou de participation, la négociation sur le partage de la valeur se fera au moment de la négociation sur la mise en place donc, de la participation obligatoire. Et si l'entreprise dispose d'ores et déjà d'un dispositif d'intéressement ou de participation, elle aura donc jusqu'au 30 juin 2024 pour rouvrir des négociations sur le partage de la valeur. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra en tout cas mettre en place des nouveaux accords et des décisions unilatérales afin que vous puissiez bénéficier des exonérations de charges en ce qui concerne ces dispositifs. Parce qu'en cas de contrôle URSSAF, il vous sera forcément demandé tout ce qui est accord et décision unilatérale de l'employeur, ainsi que les fiches d'émargement et des informations auprès soit du CSE et des salariés. Ensuite, donc, pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, il sera aussi également mis en place un dispositif de partage de la valeur qui sera différent, mais qui aura le même principe du fait que si on a un bénéfice net fiscal important, du coup, il faudra le redistribuer en quelque sorte aux salariés. Donc, c'est un dispositif expérimental qui va durer donc 5 ans et qui s'applique aux entreprises donc de 11 à 50 salariés, à moins de 50, qui réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Donc, ces entreprises qui remplissent donc ces conditions devront se doter d'un dispositif légal de partage de la valeur au cours de l'exercice suivant. Donc, si au fur et à mesure des années, donc 2022, 2023, 2024, vous avez eu un bénéfice net
donc d'au moins 1% du chiffre d'affaires, vous devrez justifier de la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. Nous, en interne, on est en train de s'organiser pour qu'aucun d'entre vous ne soit pas informé de cette nécessité de mettre en place le dispositif de partage de la valeur. Voilà, donc ça va être un gros chantier pour nous qui va bientôt commencer puisque les bilans ont été faits pour la plupart des cas et on arrive à peu près déjà à voir les bénéfices et les entreprises dont les bénéfices nets fiscaux sont importants. Voilà. C'est vrai que cette obligation, elle entre en vigueur dès le 1er janvier 2025. Donc voilà, il faudra analyser les 3 années précédentes pour vérifier si vous êtes concerné. C'est vrai que ces mesures obligatoires de partage de la valeur, on n'en avait pas revu depuis la mise en place du régime de la participation dans les plus de 50. Donc là, il y a vraiment une volonté de faire que les salariés récoltent les fruits de la valeur de l'entreprise si les chiffres en face sont importants. Et puis, il faudra surtout bien nous solliciter dans ces cas-là également parce qu'il va falloir obligatoirement mettre un accord ou une DUE pour mettre en place ces dispositifs et vraiment bénéficier de l'exonération. Ça sera la priorité, la première chose. Nous, on a aussi un partenaire pour la mise en place de plans d'épargne salariale. Nous, on s'occupe de la rédaction des accords d'intéressement, des décisions unilatérales de primes de partage de la valeur. Donc, on pourra vraiment vous accompagner dès la vérification de la condition du bénéfice jusqu'à la mise en place du dispositif de partage de la valeur envers les salariés pour pouvoir répondre à votre obligation de répartir la valeur entre les salariés. Et un dernier sujet pour la partie droit social. Ce qu'on remarque depuis quelques mois, c'est que le gouvernement s'attelle vraiment à mettre en place des mesures pour faire baisser le chômage. C'est vraiment leur cheval de bataille pour les mois à venir. Et le gouvernement a dans son viseur les salariés qui enchaîneraient les CDD et les périodes de chômage. Même pas les périodes de chômage, c'est les périodes d'indemnisation de chômage. Donc, ils ont réfléchi à cette mesure pour pallier à cette problématique. Quand un employeur a un salarié en CDD ou en mission d'intérim et qui souhaite lui proposer, suite à la fin de cette mission, un CDI pour un poste équivalent dans les mêmes conditions, donc sur le même lieu de travail, avec la même rémunération, la même durée du travail, ce qu'on vient nous dire, c'est que l'employeur doit lui faire une proposition par écrit, où il précise vraiment toutes les modalités de l'emploi proposé, qui montre, le cas échéant, que l'emploi proposé est similaire à l'emploi qui était occupé en CDD ou en intérim. Donc, l'employeur doit laisser aux salariés un délai raisonnable pour répondre à cette proposition de CDI. Et là, ce qu'on vient nous dire, ce qui est nouveau, ce qui est applicable effectivement depuis le 1er janvier 2024, c'est qu'en cas de refus de la proposition de CDI par le salarié, on a une nouvelle obligation qui pèse sur l'employeur, une obligation d'information à France Travail du refus du CDI par le salarié. Il y a une plateforme dédiée qui a été mise en place pour ça, qui s'appelle Démarche simplifiée, que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, où vous devez informer France Travail du refus. Et France Travail, après, viendra informer le salarié qui a refusé l'emploi des conséquences que peuvent avoir ce refus sur son droit aux allocations chômage. A priori, si le salarié émet 2 refus de CDI sur une période de 12 mois, cela pourrait signer la fin pour lui de la perception des allocations chômage. Donc voilà, le but de ce nouveau dispositif, c'est vraiment que France Travail puisse se constituer une base où il recense tous les refus des salariés et qu'il puisse faire la chasse aux salariés qui refusent de manière systématique des CDI, mais qui en parallèle perçoivent les allocations chômage.
Après, voilà, ça pose un peu question aux employeurs qui sont un peu partagés sur ça. Il y en a qui sont un peu frileux à l'idée de dénoncer un salarié. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de sanction qui est attachée au fait que l'employeur ne remplisse pas cette information auprès de France Travail. Mais malgré tout, le texte nous dit que c'est une obligation. Donc, on verra, je pense, dans les mois à venir, France Travail fera sûrement des retours sur les premiers mois du dispositif. Est-ce que la plateforme est vraiment alimentée ou pas? Voilà, pour l'instant, on n'a pas du tout de recul parce que c'est tout récent. Mais en tout cas, sachez que vous avez cette nouvelle obligation depuis janvier 2024. Donc voilà pour la partie droit social. On va faire une petite pause. On n'avait pas du tout regardé les questions. Alors, on va reprendre. Alors, on a quelques questions sur la PPV. Est-ce que l'exonération ou non de la CSG-CRDS se paramètre automatiquement? Vous parlez du logiciel de paye. Alors normalement, oui, via le logiciel de paye, en utilisant la bonne rubrique, enfin si c'est ça, en utilisant la bonne rubrique, le calcul se fait correctement. Après, rien ne vous empêche de bien solliciter votre interlocuteur pour qu'il vous valide l'utilisation de la bonne rubrique pour que le calcul se fasse correctement et vous guider dans cette mise en place. Et si les payes sont établies oui, si les payes, voilà, ce sera vérifié par les gestionnaires de paye. Ouais. Et c'est vrai que pour la PPV, les contrôleurs URSSAF vérifient beaucoup également les méthodes de calcul, donc de bien tenir que ça soit entre guillemets juste, qu'il n'y ait pas que les cadres qui aient droit à 2000 € et les ouvriers qui aient droit à 500 €. Il faut vraiment que l'intérêt de cette prime, c'est de favoriser les plus bas salaires. Donc, attention en cas de contrôle URSSAF à bien justifier vos calculs et que ça soit plutôt équitable. Voilà. Ce que l'administration est venue nous préciser, c'est qu'il ne fallait pas que l'application de critères de modulation aboutissent à verser des montants disproportionnés entre les salariés. Donc, montant disproportionné, c'est comme délai raisonnable, voilà, tous ces termes de droit social qui veulent juste dire, en cas de problème, c'est les juges les contrôleurs URSSAF qui décideront. Voilà, nous, on va pas pouvoir vous certifier qu'en cas de contrôle, ça passera. Par contre, on viendra vous dire si nous, on trouve que c'est vraiment trop disproportionné ou si ça montre vraiment qu'on voulait exclure un salarié, mais finalement, on lui donne que 20 € parce qu'on est obligé de lui verser. Voilà. On vous alertera vraiment là-dessus. Faut vraiment pas croire que la mise en place de la prime de partage de la valeur est facile, sans risque. Il y a quand même beaucoup de choses à vérifier. Donc, pour le moindre doute, n'hésitez pas à revenir vers nous, vraiment. Et pour la dernière question sur la PPV, pour la PPV, pour un groupe avec plusieurs structures, le calcul de l'effectif se fait au global ou par structure. Donc, ça se fait normalement on peut mettre une PPV par établissement et pas forcément au niveau de la société. On a le droit de le choisir, de le mettre par établissement. À bien préciser. Mais pour le calcul de l'effectif, il faut bien prendre en compte, voilà. Au niveau de l'entreprise, mais pas au niveau du groupe. Mais pas au niveau du groupe, voilà. Ouais. Après, il faut voir le cas. C'est un peu litigieux là. Oui, il faudrait qu'on ait plus d'informations, donc bien revenir vers nous. Et est-ce que les associations sont concernées? Je ne sais pas si vous parlez de la PPV ou du partage de la valeur. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail, je pense, parce qu'on ait vraiment toutes les informations sur la structure. Qu'on puisse vous faire une réponse qui corresponde vraiment à la situation. Donc, on va reprendre le fil. Donc, une deuxième partie sur les nouveautés en matière de paye. Donc, des chiffres clés pour le 1er janvier 2024. Le plafond de la sécurité sociale qui a été modifié. Ça faisait un moment que ça n'était pas fait, donc il a été modifié cette année. Il est de 3 864 € par mois.
Donc, c'est une augmentation de 5,40% par rapport à l'année dernière. Le SMIC, il est à 1766,92 € par mois. Donc, encore une augmentation. En tout cas, on n'a pas eu d'informations sur une augmentation éventuelle en juillet, parce que souvent, c'est début d'année et juillet. Donc, pour le moment, pas d'informations particulières. Il y en a aussi sur le minimum garanti et sur les titres restaurants. Pour les titres restaurants, 7,18 € pour la part patronale maximale. Voilà. Et puis, ces augmentations du SMIC ont des impacts aussi sur les rémunérations donc des stagiaires, des alternants et des contrats jeunes qui sont en pourcentage du SMIC la plupart des cas. Toujours pour continuer sur les chiffres et les revalorisations du début de l'année 2024, on a une revalorisation du plafond de l'aide financière aux services à la personne qui peuvent être accordés aux salariés, soit par le CSE, soit par l'employeur. C'est ce que vous faites en général, soit par des CESU préfinancés, soit par une participation directe de l'employeur à ce financement. Donc, cette aide financière, elle concerne soit une facilitation à l'accès à des services aux personnes et aux familles qui seraient développés au sein de l'entreprise, pour les entreprises, par exemple, d'une certaine taille qui ont une crèche d'entreprise. Elle peut aussi servir à financer des services de garde d'enfants en externe ou des services liés à des tâches ménagères, assistance aux personnes âgées ou autres, soit à financer des activités de services assurées par des crèches, des garderies. Donc cette aide, elle bénéficie d'une exonération de cotisation, d'un régime social de faveur, donc quand l'employeur ou le CSE décide de l'allouer à ses salariés. Et on a une revalorisation. Donc pour l'année 2024, on est sur un montant exonéré maximal de 2 421 € par bénéficiaire et par année civile. Donc ça, c'est une aide qu'on voit. C'est quand même des questions qui reviennent assez souvent. Les berceaux d'entreprise, ça intéresse. En tout cas, les salariés sont renseignés et souvent, c'est eux qui viennent même solliciter l'employeur là-dessus. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a une exonération là-dessus. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à une telle mise en place, toujours dans le souci de fidéliser les salariés dans un contexte où c'est pas forcément facile de recruter ou de conserver ces salariés dans les effectifs. Et en effet, du coup, pour mettre en place ces choses-là et bénéficier de l'exonération, pas oublier de conclure une décision unilatérale de l'employeur afin de bien expliquer, notamment pour le CESU et les berceaux d'entreprise, pour bien expliquer comment fonctionne le versement de ces CESU, est-ce qu'on peut le mettre à certains services et pas à d'autres. Voilà, donc après, pas hésiter à se rapprocher de votre comptable ou votre interlocuteur au service social pour qu'on vous aiguille là-dessus si besoin. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès qu'on a une dérogation de l'URSSAF, donc un régime social de faveur, une exonération de cotisation, en fait, la contrepartie, c'est qu'on doit avoir en face un document qui nous permette d'expliquer comment on l'a mis en place, quelles conditions ont été mises en place, est-ce que les salariés ont été informés. Voilà, c'est vraiment cette contrepartie pour que vous puissiez bénéficier des exonérations. Le contrôleur URSSAF, c'est ce qu'il va vous demander tout de suite. Donc certes, on peut bénéficier davantage, mais il faut vraiment qu'on puisse sécuriser en ayant un écrit, parce que sinon on perd tout avec le redressement, quoi. Et puis ça permet aussi de s'assurer de l'équité de traitement au sein de l'entreprise. En fait, c'est pour ça qu'ils imposent ça, c'est pour que tout le monde ait le même droit, ou en tout cas les personnes qui ont la même situation ont droit au même droit, quoi. Voilà, si en plus vous voulez différencier les salariés, là il faut d'autant plus savoir l'expliquer par des critères objectifs dans une décision unilatérale. Vraiment être vigilant là-dessus. Et nous, on est vraiment là pour vous accompagner, pour sécuriser tout ça. Une autre nouveauté donc en matière de paye, c'est assez récent et ça a été pas mal diffusé
récemment. Donc, les IJSS, donc une dérogation au délai de carence lié à la maternité. Donc, il y a une suppression du délai de carence pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, notamment en cas d'interruption spontanée de grossesse, donc en cas de fausse couche. Donc, en cas d'incapacité de travail suite à une interruption spontanée de grossesse ayant lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, donc pour tous les arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2024. Voilà, donc ça concerne peut-être certains de vos salariés. Après, il y a un formulaire particulier à remplir par le médecin. Donc, il y a certains salariés qui ne voudront en tout cas pas que ça soit connu. Mais pour bénéficier de cette suppression de délai de carence auprès de la sécurité sociale, il faut que le médecin remplisse un formulaire particulier. Et une autre suppression du délai de carence pour le versement des indemnités journalières, c'est en cas d'interruption médicale de grossesse, donc une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical, pour les arrêts de travail prescrits à compter d'une date qui n'est toujours pas fixée, mais qui sera fixée par décret et au plus tard donc le 1er juillet 2024. Donc ça s'applique seulement pour le délai de carence prévu par la CPAM, donc pour le versement des indemnités journalières, mais rien ne change pour le délai de carence des 7 jours du maintien employeur. C'est vraiment que pour les 3 jours de la CPAM. À vérifier la convention collective qui peut prévoir quelque chose de plus favorable, notamment celle des bureaux d'études techniques qui est bien en avance, je crois même en avance sur la loi. Donc, bien vérifier la convention pour voir s'il y a ce cas de dérogation. Un autre point toujours sur les arrêts de travail. Depuis le 1er janvier 2024, les arrêts de travail qui sont prescrits par la téléconsultation sont limités à une durée de 3 jours. C'est quelque chose qui s'est vraiment développé, la téléconsultation, vu la difficulté pour avoir un rendez-vous chez son médecin. C'est vraiment un service qui a explosé, mais ici, à travers la loi de financement de la sécurité sociale, il y a eu une vraie volonté d'encadrer tout ça. Donc, les arrêts de travail, ils ne peuvent pas avoir une durée supérieure à 3 jours, ou ils ne peuvent pas porter à plus de 3 jours la durée d'un arrêt de travail qui est déjà en cours. On a 2 exceptions. Mais si on n'est pas dans ces exceptions, un arrêt en téléconsultation ne peut pas durer plus de 3 jours. Si un médecin prescrit quand même un arrêt de plus de 3 jours alors que ça a été délivré par le biais d'une téléconsultation, il n'y aura pas de versement des indemnités journalières par la CPAM. Donc vous, en tant qu'employeur, il faut que vous soyez vigilant là-dessus parce que vous n'aurez pas non plus à verser le complément employeur si cette règle n'est pas respectée. Et pour vous faciliter la tâche, depuis le 27 février, on a une nouvelle case à cocher sur le formulaire d'arrêt de travail où c'est indiqué en téléconsultation. Donc bien vérifier cela quand vous faites vos payes et quand vous actionnez le complément employeur. Il y a un point important donc, qui vous concerne et qui concerne à mon avis une grande partie de vos salariés, c'est la prise en charge des frais de déplacement domicile lieu de travail. Il y a une prolongation en 2024 des mesures exceptionnelles. Donc en effet, l'employeur peut prendre à sa charge des frais d'abonnement de transport en commun ou de service public pour la location de vélo. Et donc, il y aura une exonération complète de cotisation et d'impôt sur le revenu dans la limite de 75% de l'abonnement. Il y a un cumul autorisé entre la prise en charge de l'abonnement transport et la prime transport, qui n'est pas donc l'abonnement à un transport en commun, mais à l'utilisation de son véhicule personnel. Donc la prise en charge par l'employeur des frais de carburant à hauteur de 400 € en métropole et des frais d'alimentation du véhicule à hauteur de 700 € pour tout ce qui est véhicule hybride et rechargeable. Donc le cumul est possible entre la prise en charge de l'abonnement transport et la prime transport. Il est aussi du coup obligatoire pour bénéficier de cette exonération de mettre en place une DUE pour expliquer le fonctionnement de cette prime transport et de cette prise en charge par l'employeur. Et il y a un cumul possible entre la prime transport et le forfait mobilité durable à hauteur donc de 700 € par an, dont 400 € maximum par an au titre des frais de carburant.
mais il n'y a pas du coup de cumul possible entre le forfait mobilité durable et les frais abonnement transport en commun. Voilà, donc bien se rappeler qu'il faut mettre en place une DIE et ça permet malgré tout cette prise en charge de faciliter la présence des salariés sur le lieu de travail, les échanges et faciliter leur quotidien. Ça permet de les fidéliser, comme la mise en place, on l'a vu, du CESU, des berceaux d'entreprise, des chèques cadeaux, des chèques vacances, des tickets resto. Donc pareil, ça nécessitera toujours, en fonction de la taille de votre entreprise, une DUE ou un accord d'entreprise. Voilà, on est là pour vous accompagner dans ces questionnements. Là, c'est hyper complexe, les cas de cumul, oui. Prime transport, forfait mobilité durable, même nous, on se pose. Donc, je pense que tous les employeurs ne sont pas au courant de tous les dispositifs qui existent. Et voilà, c'est des dispositifs pour lesquels vous pouvez être exonéré de cotisation encore. Donc, c'est vraiment des leviers et pour vous et pour le pouvoir d'achat des salariés, qui est quand même en ce moment un sujet. Oui. Et voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Ouais, faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Nous, on pourra voir en fonction de la structure de votre entreprise, des habitudes des salariés pour leur trajet domicile-travail, et on verra ce qui pourrait être mis en place. Et donc, voilà. Nous, le but, c'est vraiment de vous faire dire il existe ça, là, je peux peut-être regarder. Et après, qu'on puisse travailler ensemble, pourquoi pas, sur la mise en place de certains de ces dispositifs. Donc voilà pour les nouveautés en matière de paye. On va faire un petit point sur les éventuelles questions. Alors, comment sait-on que l'arrêt est issu d'une téléconsultation? Donc, normalement, depuis fin février, il y a une coche en téléconsultation sur le formulaire de l'arrêt. Alors, j'en ai pas vu depuis. J'espère que c'est bien aussi sur le volet employeur. Oui. Mais normalement, je ne sais pas si vous en avez eu récemment. Pour certains, si vous avez déjà pu noter cette nouveauté. Mais voilà, ce qui est précisé sur le site de la CPAM, c'est que depuis le 27 février, il y a une coche en téléconsultation. Voilà. Et on va pouvoir enfin attaquer la dernière partie de ce webinaire. On va vous présenter dans les grandes lignes les chantiers de l'année 2024 pour qu'on sache à quelle sauce on va être mangé à nouveau cette année, parce qu'en droit social, on ne manque jamais de nouveautés. Donc, en janvier dernier, on a eu un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre, et Gabriel Attal a nommé Catherine Vautrin en tant que nouvelle ministre du Travail. Donc, on a eu Olivier Dussopt qui a porté la réforme des retraites. Et voilà, à travers cette nouvelle nomination, c'est vraiment la volonté de dire le sujet des retraites, c'est fini, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. On a d'autres objectifs. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, le cheval de bataille du gouvernement, c'est atteindre le plein emploi et faire baisser ce taux de chômage. On a pu lire des articles de presse, on a vu que Emmanuel Macron était vraiment agacé par ce chômage qui ne baissait pas. Et vraiment, l'objectif du gouvernement, de ce nouveau gouvernement, c'est notamment de faire baisser ce taux de chômage. Atteindre le plein emploi, c'est quoi? C'est fixer à 5% maximum le taux de chômage. Et pour avoir un ordre d'idée, au dernier trimestre de l'année 2023, il était à 7,5. Donc, on n'y est pas. Donc voilà, on va voir plusieurs réformes qui vont venir essayer de faire baisser ce chômage en France. Donc, parmi les projets prévus pour l'année, on a la loi de simplification du Code du travail. Donc, on espère vraiment que ce sera une vraie simplification et que cette loi n'aura pas juste la simplification que par son nom. Donc, pour le calendrier, on devrait avoir le projet de loi d'ici fin mars 2024, bon, peut-être un peu après.
Et l'examen par le Parlement serait prévu d'ici l'été 2024. Donc, on devrait avoir cette loi en fin d'année. Donc, à quoi on doit s'attendre? Est-ce que ça va être un bouleversement, un chamboulement comme ça avait été le cas pour les ordonnances Macron en 2017? Je pense pas, mais il y aura quand même pas mal de changements. On a eu quelques propositions. Il y a un rapport qui a été remis à Bruno Le Maire il y a un mois, et on a quelques pistes. Donc, a priori, ils sont en train de travailler sur la réduction du délai pour contester le licenciement. Il est actuellement de 12 mois et il tendrait à être réduit à 6 mois. Dans les premières, on avait même entendu parler d'une réduction à 2 mois. Mais autant vous dire que les avocats sont montés au créneau et que c'était sûr que ça n'aboutirait pas. Là, voilà, on serait plus sur un délai de 6 mois, voilà, pour permettre de sécuriser plus les employeurs quand ils se séparent d'un salarié. Donc, la réduction de ce délai pourrait aller dans ce sens. On a aussi comme piste de relever les seuils de déclenchement des obligations sociales, toujours pour éviter les effets de seuil, hein, les entreprises qui ne veulent pas atteindre la barre des 50 salariés pour éviter une pluie de nouvelles obligations. Ça, non, en fait, on freine le développement des entreprises quand on est dans cette logique, et c'est pas ce que le nouveau gouvernement veut. Donc voilà, on aurait divers seuils qui seraient rehaussés, potentiellement pour la mise en place de la BDESE, du règlement intérieur, du CSE aux obligations élargies. Donc actuellement, c'est dans les entreprises de plus de 50. Il y aurait aussi pour objectif de permettre aux jeunes entreprises TPE, PME de déroger aux accords de branche en moins favorables. Donc pour ce qui est de la rémunération, du temps de travail. Et on pourrait faire ça grâce à un simple accord entre les salariés. Alors ça, c'est vraiment une nouveauté. Nous, on a souvent des employeurs qui nous disent « Mais si mon salarié il est d'accord pour être payé moins que le minimum conventionnel et que je fais signer quelque chose », nous on dit « Non, 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 surtout pas ». Mais là, a priori, on pourrait rentrer dans une logique comme ça. Donc après, à voir vraiment, je pense que ce sera des conditions très strictes. Et voilà, ce serait vraiment assez temporaire pour permettre aux jeunes entreprises de se lancer. On aurait aussi un remplacement des demandes d'autorisation auprès de l'inspection du travail par des simples déclarations. Ça permettrait vraiment d'assouplir, parce que les employeurs qui doivent attendre un retour pour permettre aux salariés de faire des heures de nuit alors qu'ils ont une commande dans 3 jours et que c'est pour ça qu'ils font travailler leurs salariés de nuit. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était réfléchi à la possibilité de rehausser le seuil pour mettre en place la BDESE, mais potentiellement, ils réfléchissent même à supprimer l'obligation de la créer. Donc, à voir. Et enfin, on souhaiterait à nouveau simplifier les modalités du décompte des effectifs. C'est vrai que on ne sait jamais. Est-ce que c'est l'effectif code du travail, code de sécurité sociale? Enfin, il y avait déjà un gros travail qui avait été fait avec la loi Pacte. Mais vraiment, si on pouvait avoir un seul mode de décompte des effectifs, ce serait quand même, ça simplifierait vraiment la vie des entreprises. Donc, à voir dans les prochaines semaines, déjà, quand on aura un projet, on verra comment ça va évoluer pour cette loi de simplification. Donc, un autre point, ça va être donc les négociations interprofessionnelles sur le pacte de la vie au travail, dont les thèmes principaux sont l'emploi des seniors, les transitions et usures professionnelles, tout ce qui est conditions de travail des salariés afin qu'ils puissent travailler donc jusqu'à 64 ans, et création d'un compte épargne-temps universel au niveau du secteur privé, ce qui est déjà le cas au niveau en tout cas du compte épargne-temps au niveau de la fonction publique. Là, il y a eu récemment donc, le MEDEF qui s'est complètement opposé à cette création. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais voilà un petit peu les thèmes généraux. Ça bouge tous les jours, voilà. Parce que là, on a fait le support et voilà. Hier, il y avait un article. Voilà, c'est ça. Finalement, le compte universel, il n'est pas dans le projet parce que le MEDEF s'y opposait. Donc, on n'a pas encore abouti à un accord entre les partenaires sociaux. Donc, voilà, c'est vraiment juste des pistes qu'on vous donne.
Ah oui, alors du coup, c'est à mon tour. Donc, on va également vers une réforme de la rupture conventionnelle. C'est ce qu'on pensait, parce qu'il y a eu des articles de presse qui avaient été communiqués sur éventuellement la suppression de la rupture conventionnelle, parce que du coup, c'était un frein à la baisse du chômage. Et comme le disait Charlotte, la baisse du chômage est un des chevals de bataille, voire le cheval de bataille de la nouvelle ministre du Travail. Or, donc, Catherine Vautrin a bien démenti cette information en disant que la suppression de la rupture conventionnelle n'était ni étudiée ni envisagée. Donc, il y aura peut-être une cotisation supplémentaire, comme c'est déjà le cas pour le forfait social qui est passé de 20 à 30. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas envisagé qu'on la supprime, heureusement, parce que ça avait fait suer. Ça permet en tout cas de faciliter certaines fin de contrat avec certains salariés, soit éviter d'aller sur des licenciements. Voilà. Après, bien quand même penser que le salarié qui souhaite partir a quand même normalement a le droit de démissionner. Donc, vous avez le droit de refuser la rupture. Vous avez le droit de refuser, voilà, la rupture conventionnelle, bien évidemment. Donc, ça peut quand même sortir de situations qui semblent un peu inextricables. Voilà. Si on a l'accord qui est matérialisé entre les deux parties, c'est vraiment le seul mode de rupture qui est quand même très sécurisé. Ah oui, complètement. Voilà. Et d'autres évolutions donc en matière de formation pour simplifier donc le financement de l'apprentissage. Le but est quand même de développer l'apprentissage parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et la mise en place d'un reste à charge en cas d'utilisation du CPF. Voilà un petit peu pour ces deux thèmes. Il y a également du coup la mise en œuvre de la loi partage de la valeur, comme on l'a déjà un peu évoqué. Il y a au moins 8 décrets d'application qui sont encore attendus. Donc pour tout ce qu'on vous a dit, du coup il y aura des choses qui vont peut-être être modifiées, réadaptées en fonction de ces décrets. Il va y avoir aussi du coup, donc il y a la mise en œuvre de la loi immigration qui a été donc publiée au journal officiel en fin janvier. Donc par exemple, plus de facilité pour obtenir une carte de séjour temporaire, donc travailleur temporaire ou salarié pour les étrangers qui exercent des métiers en tension, notamment par exemple le bâtiment, mais également des cartes de séjour talent pour les médecins étrangers et du coup va permettre en tout cas la régularisation de leurs papiers. Et une obligation donc pour les employeurs de favoriser la formation des salariés étrangers à la langue française, et simplement pour les intégrer plus facilement. Donc il y a un projet également donc de création d'un congé de naissance de 6 mois qui a été annoncé en janvier pour les deux parents et qui remplacerait l'actuel congé parental et serait mieux rémunéré. Donc l'actuel congé parental qui, s'il est pris complètement, est rémunéré à 0. Voilà. Après, il y a des aides autres comme la CAF qui viennent prendre le relais, mais en tout cas, au niveau de l'employeur, si le congé parental est complet, il n'y a pas de maintien à faire. Voilà. Et enfin, on ne pouvait pas se quitter sans vous faire un petit point sur la saga des congés payés, ou plutôt de l'acquisition des congés payés en cas de maladie. Là, je vous apprends rien parce que ça a fait beaucoup de bruit. On a eu des arrêts en septembre 2023 qui sont venus nous dire qu'en application du droit européen, un salarié en arrêt de travail, que ce soit un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou maladie professionnelle ou accident du travail, doit acquérir des congés payés pendant son absence, ce qui n'est pas le cas actuellement en droit français. Donc là où on en est par rapport à ça, donc ça fait quand même beaucoup de bruit, ça pose beaucoup de questions. Nous, la position qu'on a prise au cabinet, c'est de régulariser la situation après la parution des arrêts de septembre 2023, donc à compter des payes d'octobre 2023, parce que voilà, on doit se conformer à la jurisprudence. C'est la position actuelle. Pour autant, voilà, il y a vraiment des choses qui bougent. On est encore en attente de texte. Donc voilà, on reviendra vers vous quand on aura du nouveau. Là, on a déjà eu en février une décision du Conseil constitutionnel qui vient nous dire que ne pas acquérir de congés payés pendant un arrêt maladie, ce n'est pas contraire à la Constitution. C'est contraire au droit européen, mais ce n'est pas contraire à la Constitution. Attention, ça n'a pas pour conséquence de dire « Ah bah ok, c'est bon, on n'applique pas les arrêts de la Cour de cassation ».
Non, ça veut juste dire que constitutionnellement, c'est pas remis en cause. Par contre, on doit quand même appliquer les arrêts de la Cour par rapport au droit européen. Donc, pour vous montrer à quel point c'est encore pas clair sur l'application à en faire, l'application de la rétroactivité, l'application de la prescription, on a déjà eu des arrêts de cour d'appel qui sont pas d'accord entre elles sur l'application qui est faite. Donc ici, c'était le cas où il y avait déjà eu une décision de première instance. Donc, il y a une cour d'appel qui a appliqué la nouvelle jurisprudence en appel, alors que l'autre ne l'a pas fait. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on attend une intervention du législateur français pour encadrer ce droit à l'acquisition de congés pendant la maladie. Donc le but, vraiment, ça va être de limiter au maximum les impacts pour les entreprises parce que ça peut être énorme, puisqu'on pourrait potentiellement, au pire des cas, remonter à 2009. Donc le but, voilà, ce qui est un peu dans les tuyaux, c'est qu'on introduirait un droit au report des congés payés acquis par les salariés en arrêt maladie de 15 mois au maximum à l'issue de la période de référence. Et on plafonnerait à 4 semaines le nombre de congés payés pouvant être acquis dans le cadre après un arrêt maladie. Donc là, c'est en train de bouger. On a eu hier un avis du Conseil d'État au gouvernement, justement pour l'élaboration de cette loi, qui va dans ce sens, en fait, d'encadrer au maximum. Il y a même des nouvelles, encadrées, limitées. Il y a même des nouvelles pistes là qui ont été présentées par le Conseil d'État au gouvernement. Donc voilà, on devrait avoir rapidement des informations sur la loi à venir. Et nous, on suit ça de près. On reviendra vers vous comme on l'avait fait au moment de la parution des arrêts pour vous indiquer quoi faire, pour nous indiquer quelle position on a, quels sont les risques si on ne prend pas telle ou telle position. Donc voilà, n'hésitez pas, même si entre-temps, entre nos communications, si vous avez des questions, à revenir vers nous parce que voilà, c'est un sujet pas évident et on ne s'y retrouve pas forcément. Sachant qu'en plus, il parle beaucoup de l'arrêt de travail pour maladie et pas beaucoup de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle ou de l'accident de travail. Donc, ce n'est pas forcément un sujet très simple pour tout le monde. On va prendre les dernières questions. Alors, le forfait mobilité durable est-il cumulable avec le forfait Navigo? Donc, le forfait Navigo, de mémoire, c'est l'abonnement à Paris au transport commun. Donc, non, du coup, ce n'est pas cumulable. C'est bien la seule chose qui n'est pas cumulable, c'est l'abonnement transport en commun et le forfait mobilité durable. Quelqu'un qui revient vers nous par rapport aux arrêts en téléconsultation et qui nous dit qu'il n'y a pas la coche en téléconsultation. Bah, c'est voilà. on va surveiller ça aussi. Oui. On fera peut-être le point avec nos gestionnaires de paye pour nous aussi regarder les derniers arrêts qu'on a eu, voir si c'est arrivé entre-temps. Et enfin, concernant le CPF, le reste à charge. Ah non, bien sûr, c'est à la charge du salarié. Oui, le CPF, c'est vraiment entre le salarié et son CPF. L'employeur, il transige plus. Comme c'était le cas avant, avec le DIF ou le CIF. Maintenant, c'est vraiment à la charge du salarié. Voilà. Et en effet, on vous transmettra bien évidemment, vous aurez le PowerPoint à l'issue de ce webinaire. On vous remercie en tout cas à tous pour votre attention. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit du coup Charlotte, Isabelle ou moi, pour quelques questions que ce soit, ou votre interlocuteur au service social ou en compta. Et de toute façon, les questions nous seront remontées également. Donc, on vous remercie pour votre attention. Et 00 là, mon timing, vous pouvez pas faire mieux. On espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires pour qu'on la prochaine fois on réadapte un petit peu le support ou les sujets si besoin. Si vous avez des sujets en particulier, n'hésitez pas à nous le dire également. On reviendra bientôt vers vous pour l'annonce d'un prochain webinaire en mai sur la rupture conventionnelle. Voilà. Faire un peu de teasing. Voilà. Merci à tous et bon appétit. Bon appétit. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.